Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je me trouve ce soir à la place de la République à Abidjan. L'obligation de respecter le couvre-feu fait que la ville est pratiquement déserte. En effet, l'actualité mondiale, et vous le savez, est marquée par la pandémie à coronavirus. Le Covid-19 n'épargne aucun continent. La Côte d'Ivoire, notre pays, n'est pas épargné. Le premier cas positif a été confirmé le 11 mars et le premier décès le 29 mars. Au 1er avril, la Côte d'Ivoire comptait 190 cas confirmés et ce nombre ne cesse de croître. Cette situation alarmante a amené le président ivoirien Alassane Ouattara à déclarer l'état d'urgence sur l'étendue du territoire. Ce virus a commencé en Chine. D'origine animale, il est très contagieux et se transmet essentiellement d'homme à homme par les voies respiratoires ou par contact physique. Alors, qu'est-ce le Covid-19? Comment le gouvernement s'organise-t-il pour lutter contre cette pandémie? La population respecte-t-elle les mesures édictées sur le plan sanitaire et sur le plan sécuritaire? Mesdames, Messieurs, ce soir, pour ce premier numéro spécial de 52 minutes pour comprendre consacré au coronavirus, je vous propose un reportage exceptionnel réalisé par les équipes de Soprod, tourné 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans les secteurs du transport, de la santé et de la sécurité. Le mardi 10 mars 2020, le district sanitaire d'Adjamé Plateau Atekoubé a notifié un cas suspect de maladie à coronavirus Covid-19. 6 cas confirmés ont été enregistrés à Abidjan. Quel est le point à ce jour? 9 cas, dont un qui est guéri. 8 nouveaux cas confirmés de Covid-19, portant ainsi à 25 le nombre total de cas confirmés, dont 2 guéris. Je déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. Depuis la déclaration de l'état d'urgence dans notre pays, la Côte d'Ivoire guette fébrilement l'évolution de la maladie à coronavirus. Alors, entre la mise en place des procédures visant à faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité, les soins dispensés, les mesures proposées par le gouvernement, nous allons vous faire découvrir comment la population ivoirienne et l'État de Côte d'Ivoire font face à ce virus qui a tué plus de 70 000 personnes dans le monde à ce jour. Service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville. Centre de dépistage du Covid-19. Alors maman, tu m'as suivi quoi? Tu es venu ici quand? C'est quand? C'est hier tu es passé. D'accord, c'est là que le docteur Moussa a demandé de faire la radio en fait. Mais dans le fond, est-ce que dans ton entourage là, il y avait quelqu'un qui toussait? Il toussait? D'accord, ok. Et il a fait un test? Il n'a pas fait de test. C'était un voyageur, mais c'est... Qu'est-ce que tu sais de la personne? Il est d'ici également aussi. D'accord. Donc à la radio que j'ai vu là, tu as un problème en fait. Hein? Tu as un problème à la radio en fait que j'ai vu. Ce qu'on va faire, hein, on va te faire bénéficier de ce test-là aujourd'hui. Cette dame-là, elle avait été déjà reçue en consultation, à qui on avait demandé une radio pulmonaire. Et cette radio pulmonaire met en évidence des images interstitielles. Et il y avait cette notion de fièvre, cette notion d'un voisin fiévreux qui toussait, mais dont elle n'a pas la suite de la prise en charge de ce voisin-là, en fait. Alors, devant ces conditions, devant ce tableau de pneumopathie interstitielle-là, je suis une personne qui présente des signes respiratoires. Alors, c'est pour cela que je décide de pratiquer le test, en fait. Hier, quand il est arrivé, notamment pour nous, il n'était pas éligible, mais au vu du bilan qui a été demandé, par mesure de sécurité, on préfère plutôt procéder au prélèvement. Chaque jour, une dizaine de personnes est testée dans ce service. Avant d'effectuer les prélèvements, Franklin Abouo, médecin infectiologue, s'équipe d'une combinaison de gants, de lunettes, pour éviter d'être à son tour contaminé. Et tous ceux qui sont dehors sont là pour le Covid-19, c'est ça? Oui, ils sont venus pour suspicion, pour inquiétude d'avoir contracté le Covid-19.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a la psychose au niveau de la population? Les gens viennent pour rien? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on prend la peine de bien discuter avec les patients. Et nous, en tant que médecins, pourrons définir ceux qui sont éligibles pour ce prélèvement et ceux qui ne le sont pas. On va juste les rassurer. Et quand il y a des prescriptions à faire, on fait les prescriptions puis ils vont rentrer chez eux. Alors, maman, tu vas enlever le masque maintenant. Alors, ce que je t'ai demandé, tu vois, il va y avoir une extension comme ça, donc non pas de la bouche. Voilà. Et puis, je vais envoyer une tige. Et puis, je vais le trouver simplement. Ça ne tue pas, c'est compris? Voilà. Ok? Mais asseyez-vous bien. Voilà. Le prélèvement se fait grâce à un écouvillon, une sorte de long coton-tige que l'on introduit dans la narine. Cela dure à peine 2 minutes. Dans la salle d'attente, des gens fiévreux, plus ou moins mal en point, mais surtout très inquiets. Pourquoi vous avez décidé de venir vous faire à l'hôpital? Bon, je suis venu faire le test parce que la maladie est tellement dangereuse qu'il faut connaître aussi son état de santé. C'est juste par précaution? Oui, juste par précaution. On a décidé ce matin de venir faire le test en attendant le résultat. Je suis venu avec mon doyen. C'est qui le prochain? D'accord, tu es en contact avec quelqu'un qui a été testé positif au Covid-19. Chez qui on a dit son résultat était positif? Non, pas à mon connaissance. D'accord. Pas à mon connaissance, peut-être pour aussi. D'accord. Alors, papa, donc je t'écoute, qu'est-ce qui ne va pas? Non, en fait, comme à mon âge, on a quelques petites douleurs naturelles. Moi, j'avais ce type de douleur. Bon, maintenant, quand j'ai pris le journal, là, j'ai regardé un peu les zones. Bon, je vois la grippe, je vois le coronavirus. Bon, on dit maux de tête, fièvre sévère, et puis tout sèche. Donc, comme j'ai une petite toux, je me suis dit, je pourrais voir, est-ce que c'est pas la grippe? En fait, c'est effectivement une maladie qui est dangereuse, surtout pour les personnes qui sont âgées. C'est ça. Ça, je suis entièrement d'accord avec mon inquiétude. Les personnes âgées, là, c'est pour ça que quand le gouvernement a pris sa mesure pour dire les enfants ne vont pas à l'école, là, parce que les enfants, eux, là, c'est une grippe, ça ne fait rien, c'est passager, tu vois, non? Mais les personnes qui sont âgées, cette grippe-là peut entraîner des complications. Ça, tu dois être rigoureux pour éviter ça. Tu dois être rigoureux. Normalement, c'est quand tu as fait un voyage, tu viens d'un endroit où il y a beaucoup de cas de coronavirus. Quand tu as été en contact avec quelqu'un qui tousse, et puis après on dit non, c'est positif, là. Automatiquement, là, c'est légitime que tu t'inquiètes et puis tu viennes qu'on fasse un test. Mais dans ce cas de figure-là, je te dis que tu peux partir dormir tranquillement. Merci. Tu as compris? Mais il va pas attention, tout ça, c'est compris? Merci beaucoup. Rassure-toi, il va pas attention. La majorité des cas positifs au Covid-19 se situant dans la capitale, la ville d'Abidjan est isolée du reste du pays depuis le 29 mars. Alors chez tous les médecins, comme au centre de dépistage du CHU de Treichville, il y a ceux qui viennent en consultation pour se rassurer et ceux qui cherchent un moyen de fuir la ville. D'accord. Donc pourquoi tu es passé me voir? Je suis venu transférer sortir d'Abidjan. Hein? Oui, on visite à mon frère au nord. Oui. Donc je dois voir comment actuellement la maladie évolue. Donc je dois faire un test avant de sortir. Attends. Tu viens me voir, tu viens nous voir maladie infectieuse ici parce que tu dois sortir hors d'Abidjan. Voilà. Comme je travaille ici, c'est pas comme une première mission. La maladie a... Donc tu veux t'assurer que tu n'as rien avant de partir hors d'Abidjan. Tu ne tousses pas. Tu ne fais pas la fièvre. Tu n'as pas voyagé. Tu n'as pas été en contact avec quelqu'un qui a voyagé, qui est revenu de l'extérieur, qui tousse, ou même qui fait la fièvre. Donc déjà, dans la définition même là,
Tu es quelqu'un qui ne comprend pas notre définition. Tu es bien portant, mais c'est parce que tu veux voyager que tu viens nous voir. Pour savoir si ton test est négatif avant de voyager. Parce que tu t'inquiètes d'aller contaminer tes parents avant, en fait. C'est ça, en fait, ta préoccupation. Mais est-ce que tu sais que c'est à la préfecture de police qu'on part pour gérer ça? Oui, bon, ils m'ont dit, monsieur dit que les bénéficiaires, ils vont faire les tests, mais si je suis parti, moi, je vois que ma santé me porte bien. D'accord. Les tests, là, on doit les utiliser de façon rationnelle. Il y a des gens qui ont besoin du test, d'être testés. Mais si tout le monde doit se faire tester comme cela, on est un pays qui n'a pas assez de moyens pour dire on va tester tout le monde. Tu vois, il faut réserver ça à ceux chez qui on pense que c'est là. Mais si on a testé comme ça tout le monde, tu vois, on ne va pas s'en sortir. Ce jour, sur les 10 personnes venues en consultation, seules 2 avaient réellement des raisons de passer le test du Covid-19. Les coronavirus sont des virus très contagieux. En novembre 2019, l'un d'eux, le Covid-19, apparaît à Wuhan en Chine. Mais ce pays aurait tardé à l'identifier et à confiner la ville. En 2 mois, le Covid-19 en profite alors pour se répandre dans le monde entier, facilité par les différents déplacements des populations à travers la planète. Aujourd'hui, plus d'1 million de personnes sont contaminées. Le Covid-19 se propage via un contact avec une personne ou une surface infectée. Une fois dans l'organisme, il infecte l'appareil respiratoire, nasopharyngé et peut infecter les poumons. Il provoque ainsi, dans les cas bénins, un rhume ou une grippe, et dans les cas les plus sévères, de graves manifestations pulmonaires. Mardi 24 mars, 8h du matin, gare de Yopougon-Siporex. Ahmed Sissé, président du collectif des syndicats des conducteurs, tente de sensibiliser les acteurs de ce secteur. Apparemment, j'ai vu le cas, il est chargé. Hein. Est-ce que vous prenez conscience de la situation qu'on parle de cette maladie-là? Donc, vous allez devoir respecter les consignes. Ce n'est pas de l'amusement. La police et la gendarmerie qui vont commencer les contrôles. Tous les cas qui seront chargés seront retournés. Déjà, si vous chargez, il faut que vous respectez les normes qu'on a décidées. Le gouvernement a décidé. Mais apparemment, ce n'est pas ce que je vois. Le cas est chargé à 70 places. On vous a dit que les rassemblements à 50 personnes. Mais ici, il n'y a plus que 50 personnes. Oui. J'ai l'impression que vous ne prenez pas conscience du danger qu'on parle. Vous pensez que c'est de l'amusement. On a reçu le message du président. Donc, non, mais les consignes ont été données bien avant que le président, ou bien il fallait que c'est le président d'abord qui décide ceci. Nous, on a reçu seulement que la limite de 50 personnes. C'est respecté. Il n'y a plus que 50 personnes dans ce cas. Bon, il n'y a plus de 50 personnes, mais les vitres sont ouvertes. Non. On n'a pas demandé que les vitres soient ouvertes. Puisque La maladie, elle se transmet d'homme à homme. Le problème, c'est de désinfecter, de tenir les distances de 1 mètre entre les passagers. C'est ça, c'est à ce prix qu'on pourra quand même se protéger contre cette pandémie. Donc, je souhaite que votre prochain chargement, vous respectez le nombre de 50 personnes. Sinon, nous, on est chargé d'informer la police et la gendarmerie, de faire respecter. Et si vous-même, vous ne pouvez pas le respecter... ce sont les consignes. Il n'y a pas de problème dans ça, puisque ce sont les consignes pour le gouvernement. Nous, on est d'accord pour ça, il n'y a pas de problème. Difficile de faire respecter les consignes de sécurité dans un lieu où des milliers de personnes transitent chaque jour. Difficile de faire entendre raison à une population qui peine à croire que ce virus existe ou encore peut les atteindre. Et difficile de faire comprendre au peuple ivoirien combien les maladies à coronavirus sont dangereuses. Regarde, il n'y a même pas de distance. Les gens sont là à tout faire comme ça et puis on monte. Hein? C'est vous qui devez organiser ça. Vous qui êtes ici, là, quand ça se gare. Mais vous mettez le gel là-dedans et puis les gens montent avant d'aller leur donner dedans là-bas. Et c'est comme ça qu'on fait.
Vous n'avez pas peur d'emporter les cars de transport en commun? Bon, on fait comment? Actuellement, là, il n'y a pas de solution. Il faut prier Dieu. Parce qu'actuellement, on dit qu'on ne doit pas se regrouper plus de 50 personnes. En temps, nous sommes près de 1000 personnes ici. Donc c'est Dieu qu'on contrôle. Il n'y a pas de machine pour pouvoir essayer d'identifier, détecter le virus. Et les mesures de sécurité? Oui, ici on a, il y a mon gel dans le cas. Quand il y a un petit contact, je suis ma main, tout ça là. Pour éviter la propagation du virus en Côte d'Ivoire, plusieurs mesures d'hygiène doivent être appliquées par la population. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, ou utiliser un gel hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir à usage unique et le jeter immédiatement dans une poubelle. Ne pas se serrer la main, éviter les accolades, se tenir à 1 mètre au minimum les uns des autres et utiliser un masque en cas de toux ou de rhume. Mais les mesures sont parfois mal comprises ou bien difficiles à respecter dans certaines circonstances. Adamo, vous avez du gel Oui, on a du gel. Est-ce que vous désinfectez? Vous l'avez monté tout à l'heure, vous ne lui avez pas donné gel. Maintenant, vous respectez les chaises du milieu. Les chaises du milieu là, vous ne les laissez pas plier, vous ouvrez. Quand vous ouvrez, voilà, le passager qui devrait s'asseoir pousse au milieu pour maintenir la distance. Si vous enlevez carrément, ça veut dire que 2 personnes seront collées là-bas, alors qu'on veut qu'il y ait distance. Donc vous ouvrez les chaises du milieu pour que le passager du milieu pousse au milieu et qu'il met distance entre eux. Pour les responsables du syndicat des conducteurs, difficile de se faire entendre par les chauffeurs de Baka et ses passagers. Pour moi, il est vrai qu'on nous laisse circuler en l'aise, quoi. Voilà, si on est en Côte d'Ivoire ici, il n'y a rien. Hein. Donc vous n'êtes pas conscient que la maladie est présente en Côte d'Ivoire? Bon, sincèrement dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est malade comme ça. Bon, moi-même là, bon, je ne crois pas à ça, quoi, à 100%, quoi, mais réellement ça existe. Voilà, sinon chez nous ici, là, sincèrement dit, bon, prie bon Dieu, on n'a pas que ça arrive ici. Donc vous ne prenez aucune mesure de protection? Bon, sincèrement dit, c'est Dieu qui nous protège, nous tous. Sinon, ces gens donnent de protection, ça ne peut pas protéger l'homme pour ces gens donnent des maladies. Vous n'avez pas peur d'emprunter les transports en commun avec cette pandémie qui se vit? On n'a pas peur d'abord parce qu'on a un Dieu qui est au-dessus de tout. C'est lui seul qui nous protège. De deux, on n'a pas les moyens. Il faut qu'on sorte pour que les enfants mangent. Donc on est obligé de sortir, on n'a pas peur. D'accord, mais est-ce que vous respectez au moins les règles d'hygiène? Ça, c'est vrai. Mais seulement pas les moyens parce que les gants sont devenus chers, les cache-nez sont devenus chers. On ne peut plus les payer. Donc on se remet dans la main du Seigneur parce que ces fléaux n'est pas venu pour nous. Pour le moment, comme l'épidémie ne sévit pas encore, peut-être on pourrait dire à Yopougon, on est un peu tranquille de monter dans ces vous avez l'assurance que ça ne sévit pas à Yopougon? Oui. Ou bien vous le dites comme ça? Bon, j'ai l'assurance. Ah, vous avez l'assurance, oui. D'accord. Donc si on comprend bien, c'est que ça n'arrive pas aux autres en fait? Non, pas que ça arrive aux autres. C'est pour ça que nous sommes en train de rentrer un peu au village, puisque la pandémie est encore à Abidjan. On va se confiner un peu au village, histoire que la situation soit maîtrisée et qu'on puisse revenir à Abidjan. Vous ne pensez pas que c'est dangereux parce que là, vous ne connaissez pas votre statut, vous partez au village, vous ne pensez pas être un agent porteur qui peut envoyer la maladie au village? Je ne pense pas que je sois un agent porteur parce que je suis resté à la maison depuis les mesures prises par le gouvernement depuis le 16. Nous sommes restés à la maison. Moi, je suis enseignant. Je suis resté à la maison jusqu'à ce jour. Donc, je ne pense pas être un agent porteur du coronavirus en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas été en contact avec une personne venant de l'extérieur. Je suis resté avec la famille et son nom. Donc, vous pensez être à l'abri de la maladie? Je pense bien. Incompréhension, manque d'informations, manque de moyens, insouciance. Dans le monde entier, les États peinent à faire respecter les mesures de prévention sanitaire aux populations des différents pays touchés par le Covid-19. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose.
Il y a ceux qui croient et craignent ce virus et ceux qui doutent de son existence ou de sa dangerosité. Dans ce contexte difficile, sur le terrain, Mamadou Bagaté poursuit ses tentatives de sensibilisation. C'est une enquête de terrain pour voir si vous, les transporteurs, vous appliquez les mesures qui ont été prises. On applique à la lettre comme il se doit. Voilà, comment on appelle le truc d'hygiène là. Vous avez mis le lavage. Ouais. Le lavage est là. Ok. Tranquille, on respecte le nombre de places, comme quoi. Oui. D'enlever les places du milieu là. Voilà. Respecter. L'objectif, c'est de maintenir la distance sécuritaire qui est d'1 mètre. Si on ne peut pas obtenir les 1 mètre à 100% dans nos véhicules, et quand même, il faut qu'on soit séparés. Vous respectez les mesures prises par le gouvernement? Oui, on respecte les mesures prises par le gouvernement. D'accord, mais juste derrière vous, vous voyez les passagers assis ne respectent pas les 1 mètre de distance. En fait, tu sais, les passagers sont tellement têtus. On a distancé comment on appelle, les chaises. Mais X vient, il prend sa chaise, il vient s'asseoir à côté de ton parent. Quand il parle, il dit non, il est posé à mon parent. Donc, du coup, on est confronté à des difficultés avec les passagers. Imagine-toi un instant, je suis là-bas en train de régler cette histoire de faire monter les petits bagages. Je viens, X a pris la chaise, il avait posé à côté de sa soeur. Là, il ne sait pas. En moins d'un mois, la Côte d'Ivoire enregistre 261 cas confirmés, 3 décès et 37 guérisons. Le virus progresse lentement, mais sûrement. La population est angoissée. Pour répondre aux préoccupations des Ivoiriens, 3 numéros d'urgence sont en fonction. Le 125, le 101 et le 143. Plus de 30 téléopérateurs répondent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils peuvent gérer jusqu'à 900 appels par jour. Bonjour madame, vous êtes ministère de la Santé. Oui, quels sont les symptômes du coronavirus? Actuellement, je tousse et puis je suis enrhumé. Ok, monsieur, allez maintenant pour votre préoccupation, nous écoutons. Bon, voilà, au fait, ça fait maintenant quelques jours. Oui. J'ai des courbatures. Oui. Voilà, et puis en plus des courbatures, j'ai eu la diarrhée. J'ai eu, bon, c'est pas vraiment une diarrhée, mais c'est que j'avais des selles qui étaient un peu molles. Oui, oui. Voilà, bon, ça peut être dû au stress, tout ça, parce qu'avec tout ce qui se dit là, voilà, donc pour avoir le cœur net, puisque je vis en famille avec des gens, en tout cas, je prends mes précautions pour ne pas, on ne sait jamais, pour ne pas, si jamais c'est le cas, pour ne pas avoir contaminé quelqu'un. Voilà, donc pour prendre mes précautions, je voulais faire le test. Ok, mais quand vous êtes malade, est-ce que vous êtes parti d'un centre de santé? Dans un centre de santé, non, je ne suis pas encore parti. Ok, c'est mieux de vous rendre à l'hôpital pour voir de quoi vous souffrez et vous souffrez. Ce n'est pas forcément que ce soit la maladie. Donc ça dit une analyse d'abord, on va voir de quoi vous souffrez. C'est tout. Dans le cas contraire, si le médecin se rend compte, fait une analyse, ça ne va pas faire, va vous orienter vers d'autres centres appropriés. On est focus sur le Covid et on a tendance à automatiquement tout ramener au Covid. C'est juste, c'est ce qu'on remarque justement. C'est pour cela que je pense que notre rôle, c'est de rassurer les populations. Coronavirus, oui. Avant coronavirus, il y avait des maladies. Après coronavirus, il y aura forcément des maladies. Donc, c'est pour cela qu'on demande aux populations, tu es malade, tu présentes des signes, va à l'hôpital. Je pense que le personnel médical a pris les dispositions pour pouvoir recevoir n'importe quel malade, qu'il soit atteint de coronavirus ou pas. Et il reçoit le malade, il a le protocole. Qu'est-ce qu'il faut faire si c'est un cas de coronavirus ou l'orienter, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Donc que la population qui ne pense pas que tout est coronavirus, mais il y a tellement de maladies qui ont des signes même qui ressemblent à ceux du coronavirus, qu'on peut soigner, mais on est là, la personne est malade, ah est-ce que c'est pas corona, c'est corona, venez me chercher, alors que la personne peut aller à l'hôpital, on fait son diagnostic, ça peut être la tuberculose, ça peut être une simple grippe. Donc que les populations aillent à l'hôpital, qu'on ne reste pas dans cette psychose-là, parce que la peur même fait plus de mal que la maladie. Difficile pour ces agents de diagnostiquer un virus aux multiples symptômes. Le Covid-19 se manifeste de différentes façons, mais les symptômes les plus courants sont le rhume, les maux de tête, la fièvre, les courbatures, la toux sèche, les difficultés respiratoires et très souvent la perte du goût et de l'odorat. Tous ces signes peuvent être ressentis ensemble ou séparément. La période d'incubation du virus
et généralement de 2 à 14 jours. Au 143, le numéro d'urgence du ministère de la Santé, un opérateur reçoit un appel inquiétant. J'ai certains symptômes de la maladie. Je ne sais pas si vraiment c'est la maladie. Et pardon? Bon, j'ai des douleurs au niveau des biceps, dans le muscle, et puis j'ai les bras qui tremblent. Maintenant, j'ai de légères montées de fièvre, mais qui baissent. Maintenant, bon, j'ai une toux avec un mal de gorge léger. Mais aussi, j'ai été en contact indirect avec quelqu'un qui a été avec quelqu'un à l'étranger. Donc, je ne sais vraiment pas. D'accord. On va prendre votre numéro, on vous rappelle tout à l'heure. Appelle l'équipe d'intervention rapide. L'équipe d'intervention rapide, l'EIR, est une équipe médicale rattachée à l'Institut national d'hygiène publique, l'INHP. Constituée d'épidémiologistes, cette cellule effectue des prélèvements sur les personnes suspectées d'être atteintes par le Covid-19. Félix Kofi et son équipe effectuent en moyenne 50 prélèvements par jour. On nous a alerté qu'il y a un patient qui pourrait être un cas de Covid. Ça, c'est un cas suspect. On va voir, on va l'interroger, et puis s'il s'avère que ces messieurs-là, ils rentrent dans la définition des cas du coronavirus, en ce moment-là, on réalise un prélèvement. Vous êtes 5 équipes? Oui, il y a 5 équipes pour le moment. Les équipes pourraient être renforcées si les cas venaient à se multiplier dans les prochains jours. Direction les urgences du CHU de Cocody, où le malade a été transféré par sa famille. Vous faites une fièvre. Vous avez pris la température. C'était chiffré à combien? C'était combien? C'était quand? À part la fièvre, est-ce que vous avez eu d'autres symptômes, comme la toux? À tousser. Est-ce que vous vous sentez étouffé? Est-ce que vous avez des difficultés pour respirer? Il y a quelqu'un qui est en voyage. Qui est quitté où? Oui, mais parce que la personne il se porte bien à l'instant où vous l'avez vu. Hier, il a appelé quand ça n'allait pas pour savoir si peut-être il avait... La même toux? Il m'a dit non, lui, il se porte bien à la maison. Oui, mais il y a des gens qui se portent bien mais qui ont le virus. Je veux dire, il est arrivé d'Italie, il allait se soigner en Italie, en France. Il est arrivé, ça Bon. fait presque... Donc tu viens de donner une information capitale. Tu viens de donner une information capitale. Tu as été en contact avec quelqu'un qui était en Italie. Et aujourd'hui, l'Italie est en épidémie. Et cette personne-là peut héberger le virus, mais elle peut ne pas le faire la maladie maintenant. Mais elle peut vous transmettre. Lui, il tient. Il a le virus, mais il tient. Mais peut-être vous tenez moins que lui. Voilà que vous allez faire les symptômes peut-être avant lui. Une raison pour laquelle on va vous prélever. Pour avoir vraiment le cœur net. Tout porte à croire que cet homme est atteint du Covid-19, mais seul le prélèvement pourra confirmer s'il est infecté. Ne bloquez pas ça. Non, restez tranquille, monsieur, restez tranquille. Voilà, c'est fini. Les résultats vont partir cette nuit et seront analysés à partir de demain matin. Et puis, il y a plusieurs résultats. Les résultats sortent par lot. Donc, c'est dans ce lot-là qu'on prend et puis on va vous appeler. Voilà pourquoi j'ai demandé votre numéro. On va vous appeler. On viendra ici vous donner votre résultat. Si c'est positif, on va vous informer. Si c'est négatif, on vous informe. C'est à l'Institut Pasteur que les analyses sont effectuées. 24 heures plus tard, ce malade a reçu ses résultats. Il est positif au Covid-19 et soigné au Centre de recherche en maladies infectieuses du CHU de Trècheville. Depuis le 16 mars, de nombreuses mesures ont été mises en place par le gouvernement pour tenter de contenir l'épidémie. À commencer par la fermeture des restaurants, des maquis et l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Mais difficile de faire entendre raison aux propriétaires de ces commerces de rue. Maman, tu mets ton casque, tu t'assois, les gens qui rentrent, tu mets un petit gel dans les mains pour que ça puisse avancer. Attrape. Toi, tu t'arrêtes là-bas. Il faut prendre le masque qui est derrière là-bas. Là. Masque de, ce qui est épais là, ça est là-bas. Tu prends. Apportez-moi ici.
Cela fait une semaine que la fermeture des maquis a été ordonnée, mais Mamadou, vendeur de garba, ne veut pas fermer son restaurant. Toutefois, il tente de faire respecter quelques mesures barrières, comme le lavage des mains, le gel et même un cordon pour faire respecter les 1 mètre de distance entre les clients et lui. Tu as mis la corde là, c'est pourquoi? Non, c'est pour 1 mètre que le gouvernement a demandé pour combattre le coronavirus. C'est pour cela qu'on a mis 1 mètre de distance. Quand les gens viennent, on met un petit gel pour le moment. Pour que le client reste à 1 mètre de Voilà, distance. pour que le client reste à 1 mètre de distance. Voilà. Les clients doivent se mettre derrière ou bien à l'intérieur? Le client doit se mettre à l'intérieur, mais s'il y a eu un nombre de clients, les autres doivent se mettre derrière le lit. Un système D pas totalement au point, car les clients devraient également tenir une distance d'1 mètre entre eux. Mais difficile de discipliner la clientèle. C'est là de pointe, hein? Oui, oui. Mais j'essaie de faire respecter les 1 mètre. Est-ce que ça marche? Avec la situation actuellement, le rang, tout ça là, avec le gel, les gens refusent. Il y a d'autres là qui se fâchent pour retourner à la maison, tout ça là. Ça fait qu'on perd beaucoup de clients actuellement. Est-ce que les clients là, tu leur as dit que c'est pour leur bien et est-ce qu'ils ont compris? Oui, on a essayé de les sensibiliser, mais il y a d'autres qui comprennent vite, il y a d'autres là qui c'est pas facile à comprendre. Faire comprendre tout le monde, quoi, c'est pas facile. Du côté de la clientèle, les apparentes mesures d'hygiène rassurent les consommateurs. J'ai constaté qu'eux, ils se protègent. Au moins, c'est les pochettes, au moins, c'est les gants. Ça, au moins, c'est bon. On peut rassurer que la santé est fiable. Mamadou est totalement dans l'illégalité et pense que les mesures d'hygiène qu'il tente d'imposer peuvent lui permettre de rester ouvert. Quand on te dit de fermer un restaurant, c'est obligatoire, on doit fermer. Mais quand tu es pauvre, tu es obligé de t'adapter un peu. Au moins, tu vas essayer de suivre les mesures que le gouvernement a dit. Peut-être s'ils sont venus regarder, si tu as suivi les mesures, peut-être on peut te laisser, peut-être pour t'en sortir un peu. Parce que pour actuellement à Abidjan, pour faire une maison, c'est difficile. Tu as maison, tu as femme, tu as enfant, c'est pas facile. C'est pour ça on se débrouille et on essaie de faire les mesures que le gouvernement a dit. Malheureusement, la désobéissance et le manque de compréhension de l'application des mesures d'hygiène continuent d'entretenir la propagation du virus. Afin de convaincre les commerçants du secteur de l'informel de fermer leurs magasins, le gouvernement a mis en place des mesures d'accompagnement, comme le report du paiement des taxes de 3 mois et la mise en place d'un fonds spécifique d'appui aux entreprises du secteur informel pour un montant de 100 milliards de francs CFA. Mais rien n'y fait. Bon, pour ce temps, tu as la parole. Donc, il y a le point de thème hospitalisés. Actuellement, on a 8 patients hospitalisés qui vont tous bien. Voilà, et donc certains doivent pouvoir sortir aujourd'hui. Également, il y a des patients qu'on doit suivre à domicile, n'est-ce pas? Puisqu'on prend en charge les patients Covid+, mais qui sont en confinement à la maison. Et donc, Corinne, actuellement, doit partir sur le terrain pour voir, j'ai établi la liste sur 8 patients. Vendredi 3 avril, au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville. La Côte d'Ivoire enregistre ce jour 218 cas. Le professeur Éolier et ses équipes sont réunis pour faire un point sur les malades hospitalisés et sur les stratégies à adopter pour faire face à la propagation du Covid-19. Nous voulons qu'on fasse du testing, comme ça systématiquement ou pas? Je pense qu'il n'y a pas lieu de dépister tous les patients qui viennent. J'ai été en consultation pendant plusieurs jours. Plus de 50 à 70% des patients qui nous viennent sont des patients qui ont développé une peur au niveau psychologique par rapport à cette maladie-là. Ils viennent pour des signes même autres que les signes de la maladie à coronavirus et ils veulent se faire dépister systématiquement. Si on est suffisamment fourni en réactifs ou en éléments de laboratoire, à ce moment on pourra étendre donc le dépistage à tous les noms. Mais pour l'instant, maintenir l'offre, certes, mais orienter vers les personnes qui présentent des symptômes. Les opportunités manquées, c'est grave aussi. Mais pour le moment, je crois qu'on ne dépiste pas assez en Côte d'Ivoire. C'est clair. Hein? Quand vous avez tel nombre de cas, Pasteur a une capacité de près de 3500 tests jours minimum. Donc, si c'est par rapport aux tests disponibles que vous êtes réticents, faites.
Parce que vous serez très surpris parfois de voir que cette personne n'y pensait pas. Et on a fini avec le retour de voyage. C'est passé. Si on fait la période de quarantaine ou d'incubation, dans maintenant la transmission communautaire. Donc, j'entends ce que vous dites. J'entends un peu ce qu'une autre partie de mon cerveau me dit test. Personnellement, il y a tellement de personnes qui ont peur de venir au CHU et aux maladies infectieuses. S'ils ont le courage de venir jusqu'ici, c'est du pouvoir. On n'a pas encore débordé, non? Sauf qu'on n'a pas suffisamment de confiance. C'est sur ça aussi. C'est pas les réactifs. C'est qu'on n'a pas suffisamment de confiance. Simplement, moi, le consensus faisant foi. Si on nous donne 200 écouvillons par jour, on va dépister. La difficulté de ce virus est que certains malades du Covid-19 n'ont aucun symptôme. C'est ce qu'on appelle des porteurs sains. Un dépistage massif permettrait d'isoler et de confiner uniquement les malades. Ainsi, le virus ne pourrait pas se propager dans la population. Cette stratégie a été adoptée par le Canada, l'Allemagne et d'autres pays ayant le matériel nécessaire pour effectuer des tests à grande échelle. Docteur, vous aussi voulez regarder ces images internationales sur le Covid-19. Est-ce que vous pensez qu'il y a des chances qu'on vive ça? Si on veut être réaliste au plan épidémiologique, de ce qu'on a vu dans tous les pays, il y a une première vague, c'est celle qu'on a vécue. Il y a un temps de silence, et après il y a une deuxième vague qui est liée à la transmission communautaire. Cette deuxième vague est probable. Donc probable, c'est... Mais ce qui va peut-être faire la différence, c'est encore, je prends les pincettes, c'est que vu l'âge de nos populations, on n'a pas autant de sujets âgés que dans ces autres pays. On devrait avoir moins de cas critiques. Je dis les jeunes, il y aura moins de mortalité comparée. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de mort parmi les jeunes si ça arrive. Je ne peux pas aussi employer le langage d'une maladie infectieuse qui peut être sévère en vous disant au jour d'aujourd'hui, il n'y aura pas de mort. Non, il y aura des décès. On aura beau faire tout ce qu'on veut optimiser, il y aura des décès. Et banaliser une maladie qui peut se compliquer, c'est la pire des choses. Qu'est-ce que vous pourriez dire à la population si vous aviez un message à faire passer? Le seul message, je pense, le message le plus important, c'est que nul n'est à l'abri aujourd'hui. Et qu'il faut qu'on cesse de stigmatiser des personnes en disant c'est vous qui êtes revenus d'Europe avec ça, c'est vous qui êtes revenus de tel pays avec ça. Ça, c'est passé. Et maintenant, la transmission est communautaire. On a quelques cas secondaires qui n'ont pas voyagé. La pire des choses, c'est stigmatiser. De stigmatiser les personnes, mais aussi à ceux qui sont infectés. Que la pire des choses, c'est de ne pas partager, puisqu'ils ont toujours des contacts. Donc s'ils ne partagent pas l'information, nous, on ne pourra pas casser l'épidémie, parce qu'on ne saura pas avec qui ils ont été en contact. Retour à la gare de Yopougon-Siporex. Malgré les risques et les directives gouvernementales, imposant aux taxis et Woro-Woro de prendre au maximum 3 passagers par voiture, certains professionnels du secteur et certains passagers n'en font qu'à leur tête. Tu ne regardes pas la télévision? Mais il y a des informations qui sont données que les taxis, désormais, par rapport à la situation, à la pandémie du coronavirus, les taxis doivent prendre 3 passagers maintenant au lieu de 4. 2 derrière, parce que quand tu vois les 3 là, ils sont collés, il n'y a pas de distance. Quand tu prends 2 derrière, ils peuvent se maintenir à distance. Au moins, la distance qui est entre toi et le doyen devant, c'est la même distance qui doit être entre les 2 de derrière. Maintenant, tu as pris 3 derrière, ils sont collés. Maintenant, dans ça, si quelqu'un est porteur de virus, il va contaminer tout le monde. Voilà, tu descends 1 et tu vas avec 3. C'est ce qui est autorisé. Voilà. Pas facile d'organiser le secteur du transport. La majorité des conducteurs travaillent de façon informelle. En attendant,
Le nombre de malades ne cesse de grimper en Côte d'Ivoire, mais aussi dans toute l'Afrique. 50 pays sur 54 sont touchés par le virus. Entre le 14 février, date à laquelle le premier cas a été détecté sur le continent, et aujourd'hui, ce sont plus de 8500 personnes qui sont désormais atteintes par le Covid-19. La Côte d'Ivoire fait partie des 10 pays les plus touchés d'Afrique. La population est tendue, la peur gagne le pays. Pourquoi? Il s'habille ici. Monsieur, il va pas descendre. Monsieur, il va pas descendre. Monsieur, descendez. On dit non, il y a une maladie. On prend 3 places. Mon vieux, matin là, mes collègues prennent 3 derrière. Je suis venu, j'ai pris 3 derrière. Ah, enlever un, c'est fini. Où est le discours à ça? Ou bien? Où est le discours à ça? J'ai dit, Amara, Amara, on vous dit de respecter les consignes. Ce n'est pas pour toi seul. Tu prends des gens, il faut m'écouter, je vais finir. Tu vas parler. On dit de prendre 2 personnes derrière, 1 personne devant. Est-ce que tu as entendu? 2 personnes derrière, 1 personne devant. L'essentiel pour nous là, c'est de faire passer ce message. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Toi-même, là, tu dois te masquer. Tu dois avoir gel dans la voiture, protéger la main. Tu dois aussi désinfecter la main de ceux qui sont dans la voiture. Si la maladie vient là, la maladie ne connaît pas force, ça ne connaît pas faible. La maladie te prend, c'est lorsque tu es en bonne santé que tu travailles. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas travailler. Kossi est chauffeur de Woro Woro. Depuis le début de la crise, il porte toujours un masque et des gants et respecte la consigne de 3 passagers maximum dans son véhicule. Mais j'ai constaté que vous êtes monté, vous n'avez pas le gant, vous n'avez pas le cache-nez. C'est vrai. Comme vous le constatez visiblement, je n'en ai pas. Vous n'avez pas peur du coronavirus? Si, avec tout ce que nous entendons, en tout cas, il y a lieu d'avoir peur. Ok. Mais vous êtes monté dans un véhicule, le chauffeur n'a pas remis de gel hydroalcoolique, vous n'avez pas lavé vos mains, vous n'avez pas de cache-nez ou de gants. Vous êtes en sécurité selon vous? Le non, je ne suis pas en sécurité. Bon, mais peut-être qu'il n'en a pas, qu'il n'en dispose pas, ou alors qu'il en a, mais il ne veut pas donner à ses clients. Non, c'est pas parce qu'il y en a, il n'y en a pas, mais gants là, ça se vend partout. C'est moi que gel là, je n'ai pas payé pour mettre dans la voiture. Mais le gant, avec les cache-nez, ça se vend partout. Mais le ministère quand même a demandé que tous les chauffeurs aient des gels hydroalcooliques quand même dans les véhicules par rapport aux mesures de sécurité que le gouvernement a donné. Oui, mais actuellement, il y a un problème aussi. Au début, on avait acheté sans savoir qu'on allait avoir un problème. Mais aujourd'hui, quand tu rentres dans le supermarché, ou bien les femmes qui vendent, le prix est devenu très élevé. 500 est devenu 1500 ou bien 2000. En temps, la journée, tu peux transporter au moins minimum 200 personnes dans la journée. Mais tu ne peux pas payer gel 3500. La journée, ça ne peut pas faire. 200 personnes laver les mains à tout moment, ça ne pourra pas. Les clients s'enchaînent, sans crainte, sans protection. Bonsoir ma chérie. Ça va? Oui, ça va. Mais j'ai constaté que tu es monté, tu n'as pas gants, tu n'as pas cache-nez, tu n'as pas peur de cette maladie-là. Bien sûr qu'il y a peur de ça. Mais comme nous, tout on est au travail, donc on n'est pas obligé de prendre ça là. Mais comme notre travail là, est-ce qu'on vous demande pas de laver les mains avec le gel hydroalcoolique, avoir les cache-nez, tout ça? Si, on nous dit, mais nous on ne fait pas. Pourquoi? Rien. Donc vous n'avez pas peur de la maladie? D'autres disent que ce n'est pas encore arrivé, d'autres aussi disent que ça est ici. Donc nous-mêmes, on ne sait même pas qui on va écouter. Mais c'est passé à la télévision, le ministère de l'État, il va donner des trucs, des consignes à respecter, tout ça. Se laver les mains, éteigner, tousser dans le coude, tout ça. Vous ne savez pas ça? C'est parce qu'on nous a dit ça. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Allez. Comme ça, parce que... on ne sait pas si ça est ici, si c'est pas ici. Apparemment, la sensibilisation n'est pas passée en direct. Bon, moi je constate que beaucoup prennent ça à la légère. Il y en a qui disent non, il faut boire belle, ça va finir. Il y en a qui disent non, que ça là, ça ne peut pas attraper un Africain. Mais c'est quelque chose, ceux qui sont partis à l'école, ils ont étudié.
Et même ils disent ça là, ça tue à la minute, ça tue à la seconde. Prenez cache-nez, prenez les gants, ça protège. Mademoiselle, bonjour. Est-ce que vous croyez à ce qu'il dit tout ça, ces mesures? Concernant ça, nous, on nous a dit de ne pas porter les cache-nez, que ce n'est pas pour les personnes voilà, qui ne sont pas infectées. On nous a dit que c'est seulement pour les personnes infectées. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se protéger avec les lotus, ne pas respirer l'air, et puis laver les mains, se promener avec les gels désinfectants. Voilà. Et vous, actuellement, vous avez les gels désinfectants? Oui. Mais quand vous êtes monté, vous n'avez pas lavé vous-même? Non, quand on va descendre, on va laver parce que actuellement on est dans le taxi là. Quand on va descendre, on va toucher encore la portière. Okay. Quand on va descendre, on va se désinfecter les mains. Je vous conseille aussi de prendre les gants avec le cache-nez parce que la maladie était dit, c'est pas quelque chose qu'on mange, mais c'est comme le vent, c'est comme la poussière que le vent soulève. Donc si tu n'es pas protégé, la poussière qu'on respire là, ça fait partie. Donc c'est le cache-nez qui peut nous protéger. On ne dit pas non, mais selon ce qu'on nous a dit de faire. On ne nous a pas dit de porter les cache-nez à tout moment. Qui vous a dit? À la télé, ils ont dit ça. Et puis souvent, les autres aussi, ils ont dit de ne pas porter les cache-nez à tout moment. Et puis les cache-nez là, c'est seulement pour 2 à 3 heures. Pourtant, on voit d'autres, ils portent ça toute la journée. Donc ça va s'infecter aussi. Depuis le 4 avril, le directeur de la santé, Mamadou Samba, a conseillé fortement à la population d'Abidjan de porter un masque lors de ses déplacements. Vendredi dernier, au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville. Depuis quelques jours, le service du professeur Éolier se transforme considérablement. Grâce à l'argent débloqué par l'État, les dons des entreprises privées en matériel médical et les travaux effectués, les équipes vont pouvoir affronter la crise plus sereinement. Pour suivre la progression des investissements, le ministre de la Santé a fait le déplacement. Là, on est aujourd'hui hospitalisé. On doit faire le staff qui doit avoir toutes les chambres, on doit en avoir 10, 12. Mais en suivi régulier, parce que les équipes sortent tout de suite pour aller les voir. En suivi régulier, on doit être un nombre beaucoup plus important. En suivi régulier, si on enlève tous 10-12 hospitalisés. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'objectif de cette visite, monsieur le ministre, aujourd'hui? Nous sommes venus rendre visite à ces malades pour voir dans quel état ils se trouvent. Donc vous allez voir les malades Et puis également, le service a été équipé. Et ça, on va voir si l'équipement correspond à ce que nous souhaitons. Que des moyens ont été dégagés. Alors, professeur, monsieur le ministre, je vous posez la question. Actuellement, on est dans une phase où les cas montent petit à petit. On pourrait dire que c'est une phase assez calme. Est-ce que c'est le calme avant la tempête ou est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on n'est pas encore sûr qu'ici, ça se déclenche vraiment? Parce qu'on l'a vu dans Je ne souhaite pas qu'il y ait la tempête. Mon souhait, c'est qu'il n'y ait pas de tempête. Ouais, on a vu dans tous les autres pays qu'il y a eu une accalmie. À un moment donné, où c'était plus calme et d'un coup, ça démarrait. Mais espérons que ce sera ici l'exception qui fera la règle. Ça existe, l'exception existe. Mais dans tous les cas, nous sommes préparés. Nous sommes préparés à faire face à une éventuelle montée en pic. Monsieur le ministre, là, c'est la zone où sont pour le moment hospitalisés les patients. C'est une zone où on a, si je ne me trompe, 7 chambres à 1 lit. 7 chambres à 1 lit avec toutes les commodités qu'il faut, tout ce qu'il faut, la télévision, le Wi-Fi. Alors, j'insiste encore, vous êtes trop collés. Voilà. Là, il y a la dizaine. Voilà, il y a à peu près 10 patients ici. C'est eux qui me feront le point s'ils ont fait des sorties. Parce que les véhicules que vous avez mis à notre disposition, on se transpose pour aller voir les patients en visite ou
on les fait sortir avec les véhicules. Ils sont guéris, on fait sortir les guéris, donc il n'y a aucun risque de contamination. Actuellement, pour votre information, on a déjà 15 guerriers. C'est important ça. Comment on fait pour les guérir? Parmi les protocoles, est-ce que vous travaillez avec l'Europe, avec les États-Unis, avec les Chinois, sur justement les protocoles médicaux à mettre en place? Monsieur le ministre, peut-être vous avez les ministres de la Santé des autres pays au téléphone. Comment ça se passe? Bien sûr, avec la Chine, avec la Corée. Avec la Corée, aussi bien directement qu'indirectement, c'est-à-dire avec leur ambassade. Mais plus spécifiquement au niveau africain, parce que nous sommes quand même dans un contexte qui, malgré tout, est différent de celui de ces grands pays. Nous avons nos habitudes qui sont les mêmes au niveau de la sous-région. Et hier, par exemple, je suis resté au téléphone pendant au moins 1 heure avec mon collègue du Bénin. Les schémas thérapeutiques que vous voyez validés dans tous les pays du monde, on les a. On est au même niveau. Mais pour le moment, on est tous, quel que soit le pays du monde, dans du traitement empirique. Parce qu'on n'a pas de preuves. Mais on mettra ce qu'il faut comme traitement pour permettre la guérison des malades. Le traitement empirique est une méthode de soins qui s'appuie sur l'expérience et l'observation, c'est-à-dire que le traitement est adapté au cas par cas. Dans chaque chambre, vous avez un système de monitorage, le respirateur prêt à accueillir les patients en détresse respiratoire et les coups de sirène qui permettent donc d'administrer tout le traitement nécessaire donc, à ces patients. Alors ça, ce matériel, c'est grâce au déblocage de fonds de l'État ou c'est des dons? C'est l'État ivoirien. Il y a majorité, pratiquement c'est l'État ivoirien. Les dons, on a eu des dons de deux structures qui ne souhaitent pas être citées pour 3 respirateurs, mais les 20 autres respirateurs, les 18 autres respirateurs viennent de l'État ivoirien. On a encore des respirateurs prépositionnés ailleurs. Hein. On en a 8 à Korogo qu'on peut rapatrier à Abidjan si nécessaire. Mais le parc, sur ce qu'on avait calculé, de 100 patients et 20% qui pourraient être graves, on répond avec les 20 respirateurs. Vous avez l'air serein. Le ministre ou moi ou nous? Non, aujourd'hui oui, parce qu'on a les moyens quand même de notre politique. D'accord. Je crois que c'est grâce à l'engagement du gouvernement et au leadership de l'anticipation. Néanmoins, il faut rester vigilant parce qu'on est toujours dans une phase ascendante de la maladie. Donc, il faut rester vigilant et se préparer justement à avoir plus de patients comme ce Le fait d'avoir vu les États occidentaux, européens se tromper, changer de politique toutes les 2 semaines, ça sert de leçon pour nous qui sommes avec une population plus fragile. Ça dépend d'où vous placez le curseur pour la fragilité. La fragilité définie par les études que l'on a, c'est une fragilité d'âge. Nous ici, on pense qu'il y a une fragilité parce qu'on a plusieurs comorbidités. Il y a une comorbidité dont on ne parle pas qui serait la pauvreté. Bon, on n'a pas ça. On a jeune, une population solide. Et ce que l'on voit dans le premier descriptif, c'est que ces patients jeunes ne font pas de forme sévère. Mais si on a 1 cas de forme grave, 2 cas de forme grave aujourd'hui, on est paré sur le parc d'Abidjan. Il y a des commandes de respirateurs qui ont été faites et lorsqu'on va déployer, je pense avec le professeur Bois, qu'il y a une formation tout de suite avec les réanimateurs, je crois, à l'INFAS. Nous, on forme aussi les cliniciens. Donc, c'est ce qu'il faut faire. On est serein, il vaut mieux être serein que plutôt être inquiet, je pense. Hein. Ouais. Voilà. Sinon, on va transmettre notre inquiétude au ministre. Ils ont mis les moyens à notre disposition, c'est à nous de transformer ces moyens en action et en résultat. Dans les prochains jours, les tests devraient se multiplier. Le nombre de personnes positives au Covid-19 devrait donc augmenter considérablement. Aujourd'hui, tous les quartiers d'Abidjan sont touchés. Et la maladie n'épargne personne. La Côte d'Ivoire prévoit plusieurs sites pour accueillir les futurs malades, mais sans prise de conscience et discipline de la population, le pays risque de passer des jours et des mois sombres. Mesdames, Messieurs, j'espère que ce reportage vous aura permis de comprendre l'importance de respecter les consignes mises en place pour vous protéger de ce virus qui, chaque jour, fait des milliers de morts à travers le monde. Je vous retrouve dans 15 jours pour un autre numéro de 52 minutes pour comprendre. Il sera consacré
au centre d'accueil La Croix-Bleue qui lutte contre les addictions, dont l'addiction à la drogue, dès le 30 avril. Votre magazine 52 minutes pour comprendre sera exclusivement consacré à la crise sanitaire que nous traversons. Nos équipes sont mobilisées pour tourner au quotidien les difficultés que vous rencontrez, les mesures mises en place pour lutter contre le coronavirus et bien sûr, les solutions médicales proposées. D'ici là, n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains, de respecter 1 mètre de distance et si vous éternuez ou toussez, faites-le dans le pli de votre coude. Plus nous serons nombreux à respecter les gestes barrières, plus nous aurons des chances et de nombreuses chances de freiner la propagation de ce virus. Mesdames, Messieurs, pour revoir ce numéro spécial de 52 minutes pour comprendre consacré au coronavirus, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la RTI ou son site internet www.rti.ci et bien sûr sur la page Facebook de 52 minutes pour comprendre. En attendant, restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes. Bonne soirée à tous.